Salut mon œuf. Mon œuf, mon baf, mon caf, mon stuff, mon raf, mon taf, mon chef, mon baf, mon caf, mon stuff, mon raf, mon taf, mon baf, mon caf, mon stuff, mon raf, mon taf, mon baf, mon caf, mon stuff, mon raf, mon taf, mon œuf. Je suis essoufflé, je peux pas faire plus long. Là, mon œuf, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai fait un tour sur moi-même. J'ai dépensé 70% de mon énergie, du coup, j'ai plus de souffle. Alors attends. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour une vidéo YouTube. Donc, c'est une FAQ aujourd'hui, donc je vais répondre aux questions que ChatGPT m'a posées. Parce que personne ne me pose des questions. Donc voilà quoi, n'hésite pas à mettre un maximum de likes en bas de la vidéo. Les tractions sont-elles meilleures que tous les exos? La réponse est non et je vais t'expliquer pourquoi. Pour faire simple, on va comparer des tractions à un tirage vertical. Tu vas voir que sur les tractions, tu vas être instable, tu vas avoir un risque de balancier, tu vas plus engager d'autres muscles comme le gainage, contrairement à un tirage vertical où tu vas mettre tes cuisses sous le boudin et tu auras juste à te concentrer à tirer tes coudes au niveau des hanches pour focaliser le travail sur le grand dorsal. Contrairement aux tractions où encore une fois ça va se balancer, d'autres muscles vont rentrer en jeu et donc il y aura un recrutement moins intéressant de ton grand dorsal. Pareil, niveau surcharge progressive, ça sera toujours plus compliqué de surcharger sur des tractions que sur un tirage vertical. Pareil pour la proximité à l'échec, du fait de la stabilité qui sera plus compliquée sur les tractions. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que les tractions sont un mauvais exercice pour le dos? La réponse est non. Tu as juste à regarder les street lifters, ils sont énormes et secs, juste avec des tractions. Donc les tractions sont un exercice qui fonctionne, mais ça ne sera pas le plus optimal, contrairement à un exercice plus stable comme un tirage vertical. Mon avis sur le cheat meal. Malheureusement, beaucoup de personnes confondent le cheat meal et le cheat day, c'est-à-dire qu'ils vont se faire plaisir toute la journée, ils vont exploser leur quota en termes de calories et forcément tous les efforts qu'ils ont fait pendant la semaine n'ont servi strictement à rien. Donc assure-toi quand tu fais un cheat meal de traquer un minimum ce que tu consommes et que ça rentre dans tes calories. Si tu as un trop gros surplus, tu vas mettre beaucoup plus de temps à évoluer physiquement, surtout si tu as un objectif de perte de gras. Donc si par exemple ce soir tu as prévu de faire un cheat meal, essaye de réduire tes calories pour te permettre que ton cheat meal le soir même ne t'impacte pas pour ta progression. Faut-il absolument un coach pour progresser? La réponse est non, tu peux très bien progresser en étant seul, mais tu progresseras toujours plus rapidement avec un coach. On va prendre l'exemple. Une personne lambda qui va utiliser un programme via ChatGPT sur Internet et une personne qui est suivie par un coach, qui a un avis extérieur sur ce qu'elle fait et qui a un programme 100% personnalisé pour elle, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation. Quelle est selon toi la personne qui aura les résultats plus rapidement? Ça sera la personne qui se fera accompagner. Malheureusement, pas par n'importe qui, par le meilleur coach francophone et le meilleur coach francophone, c'est moi. Donc si tu es intéressé par te faire accompagner par un des meilleurs coachs dans le milieu francophone, clique sur le lien dans ma bio et on en discute ensemble. D'un handicap. Mon avis sur le full body. Alors le full body est un format d'entraînement qui est à la mode en ce moment et qui est, selon moi est surcoté. Non, c'est pas du tout surcoté, c'est le meilleur format. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es con quoi? Pardon. Donc c'est un excellent programme et pourquoi? Du fait de sa fréquence d'entraînement. Tu vas permettre de travailler tous tes groupes musculaires au minimum 3 fois dans la semaine. Même des fois, tu pourras les travailler 4 fois. Donc si par exemple tu as un point faible au niveau des pectoraux, le fait de les travailler 3 ou 4 fois en début de séance et ça en 7 jours, bah forcément ça sera plus intéressant pour leur recrutement et leur évolution d'un point de vue hypertrophie. N'oublie pas, plus tu vas avancer dans ta séance, plus tu vas accumuler de fatigue et moins tes séries seront productives. Alors que si tu splits ton volume en plusieurs séances, bah forcément la fatigue sera dispersée tout au long de tes séances. Et donc tu pourras beaucoup plus te concentrer sur un point faible. Là, en l'occurrence, l'exemple, c'était les pectoraux. Mais c'est pas parce que c'est un format d'entraînement optimal qui va forcément te correspondre. Certaines personnes n'adhèrent pas du tout au full body. Il n'y a aucun problème avec ça. Assure-toi simplement de réaliser un format d'entraînement où tu as un minimum de fréquence. Dans ce cas précis, 2 fois dans la semaine par groupe musculaire. Les abdos en fin de séance, inutile. Beaucoup de personnes veulent développer leurs abdos, mais vont les faire en fin de séance avec du poids de corps en règle générale. Et ça tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont les bâcler, aucune série à l'échec, aucune standardisation, aucune surcharge progressive et vont s'étonner de toujours pas avoir d'abdos. Alors oui, les abdos ont un rôle majeur via l'alimentation, mais pour les personnes qui sont minces de base et qui ne les voient toujours pas évoluer, c'est parce que vous les travaillez n'importe comment. Si tu as vraiment un groupe musculaire que tu veux prioriser, dans ce cas-là, c'est les abdos et minimum une fréquence x2 dans la semaine et surtout travailler en début de séance. Applique ta surcharge progressive, mets de la charge, mets des répétitions. C'est pas en les bâclant en fin de séance comme les mollets que tu fais une fois sur 2 que tu auras des abdominaux volumineux. Mon avis sur les gainers. Alors moi j'ai rien contre les gainers, mais à condition que ça soit fait maison. En règle générale, quand tu vas acheter tes propres gainers en poudre, c'est blindé de sucre, t'as plein de choses que tu ne veux pas. Alors que quand tu le fais chez toi avec tes flocons d'avoine, tes bananes, ton lait, ton beurre de cacahuète, etc., tu mixes tout, c'est beaucoup plus digeste et au moins tu es sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si tu as un objectif de prise de masse, je te recommande de prendre des gainers parce que ça fait des calories liquides et faciles à ingérer, surtout quand t'as pas d'appétit. Mais s'il te plaît, fais-les toi-même. Je vais boire. Ah ouais, je vais faire une vidéo ça pour le réel.
Oui, le développé couché est surcoté. Arrêtez de vous dire que le développé couché, c'est le saint graal dans le monde de la musculation. Tu as un objectif d'hypertrophie, tu veux prendre du muscle au niveau des pectoraux et optimiser leur recrutement, arrête avec ton développé couché. Ça va être un exercice instable, tu vas avoir d'autres muscles parasites qui vont rentrer en jeu, ta proximité à l'échec sera beaucoup plus compliquée. Oriente-toi directement vers des machines, ou même la Smith Machine. Tout le monde en a dans sa salle, donc aucune excuse. Tu verras que tu seras plus stable, tu auras une meilleure proximité à l'échec, ta capacité à surcharger progressivement en termes de charge ou de répétition chaque semaine sera beaucoup plus facile. En plus de ça, moins de risques de blessures, contrairement à si tu faisais un développé couché où tu n'avais aucune personne pour t'aider. Donc oriente-toi sur la machine plutôt que le développé couché. Encore une fois, ça reste un excellent exercice si tu aimes le réaliser. Tu pourras avoir des gros pecs avec ça, mais là on parle d'optimisation. Peut-on progresser sans jamais compter ses calories? Si tu as un objectif de prise de masse ou de perte de gras, il va falloir que tu aies une idée de ce que tu consommes dans ton assiette. Si tu n'as aucune idée, tu avanceras tout simplement dans l'inconnu. Après, il existe des méthodes pour prendre de la masse ou perdre du gras sans forcément compter ses calories. C'est-à-dire que tu vas juger en termes de quantité, mais tu vas devoir quand même peser tes aliments un minimum. Parce que malheureusement, sans ça, tu avances droit dans le mur. Par contre, si tu as un objectif de maintien calorique, ton physique te correspond d'un point de vue body fat, t'as pas vraiment besoin de compter tes calories. Assure-toi juste de consommer tous les jours à peu près les mêmes quantités, mais c'est tout. Et bien évidemment, respecter tes macronutriments, avoir le minimum en termes de protéines et de lipides, et le reste, tu mets en glucides. C'était vraiment de la merde cette question. Les bandes élastiques remplacent-elles la salle? Absolument pas. Ok, ça c'est ce qu'on veut te faire croire sur les réseaux en disant oui, c'était super bandes élastiques. Notamment chez les fit girls, elles vont faire des exercices au poids de corps avec des élastiques. Ouais, c'est génial, j'ai eu ce gros cul grâce à cet élastique-là. Sauf que c'est complètement faux. Elles ont eu soit ces fessiers avec leur génétique, ou soit parce qu'elles s'entraînent en salle directement avec de la charge. Donc toutes les personnes qui veulent te faire croire qu'ils vont avoir un excellent physique avec des élastiques, c'est complètement bullshit. Tu pourras quand même développer ton physique au début, mais au bout d'un moment, tu verras que tu rentreras dans une période de stagnation. Pourquoi? Parce que tu varies pas tout ce qui est angle de travail et surtout courbe de résistance. Parce que la résistance sur un élastique sera toujours maximale en position raccourcie. C'est impossible d'avoir le plus de tension en position étirée avec les élastiques. Puis également, tu es vachement limité d'un point de vue exercice et groupe musculaire sollicité. Donc c'est bien pour quelques mois, mais au bout d'un moment, faut aller s'entraîner avec de la charge. Faut-il absolument aller à l'échec? La réponse est non. T'as pas besoin d'aller à l'échec sur chacune de tes séries, mais tu dois quand même y être suffisamment proche. Ce que je recommande, en règle générale, tu as 3 séries ou 2 séries à faire sur un exercice. La dernière série, essaye d'y aller. Parce que si tu te dis, ok, je vais garder une rep en réserve sur chacune de mes séries, mais que malheureusement tu n'atteins jamais l'échec, ça sera beaucoup plus difficile pour toi de déterminer ta proximité. Donc essaye au moins d'y aller sur une de tes séries de travail lorsque tu réalises un exercice. N'oublie pas que tu gardes une rep en réserve ou que tu ailles à l'échec, les résultats en termes d'hypertrophie sont similaires, mais tu verras que la personne qui ira à l'échec accumulera beaucoup plus de fatigue. Donc si tu t'amuses à aller à l'échec sur chacune de tes séries de travail, chacun de tes exercices, tu verras qu'au bout de quelques mois, tu rentreras dans une période de stagnation du fait de la fatigue que tu auras accumulée. Donc fais attention vis-à-vis de ça. Le rowing bar est-il obligatoire pour le dos? La réponse est non. Le rowing bar est un des exercices les plus éclatés qui puissent exister sur Terre. C'est instable, tu vas solliciter 55 000 muscles que tu ne veux pas du tout, notamment ta zone lombaire, notamment ton gainage, tes abdominaux. Bref, c'est un exercice complètement instable, surtout qu'à la fin, tu vas te retrouver à te balancer pendant l'exercice, chose que tu ne veux pas. Donc priorise un exercice plus stable avec un support, notamment un rowing machine, un rowing sur banc incliné. Ça fait largement le travail. Au moins, tu pourras complètement travailler tes muscles du haut du dos. Dans ce cas-là, ça va être les trapèzes. Mon avis sur l'entraînement à jeun, ça peut fonctionner. Moi, personnellement, c'est ce que je fais depuis maintenant 6-7 mois et j'ai aucun problème. Je progresse bien, je me sens bien. Je prends juste la caféine avant de m'entraîner et c'est tout. Donc ça va vraiment dépendre de chaque personne. À essayer, tu testes de ton côté. Si ça fonctionne, tant mieux pour toi. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais ne te dis pas que tu as des super pouvoirs en t'entraînant à jeun ou ne te dis pas que tu vas pas performer en t'entraînant à jeun. C'est complètement faux et c'est vraiment à individualiser. Pour ma part, ça marche, pour d'autres non. C'est pour ça qu'il faut tester et voir ce qui fonctionne pour toi. Ah, ça, tu mets sur TikTok, Gustave. Les séries très lourdes donnent-elles plus de volume? La réponse est non. Ok, on sait maintenant qu'à partir du moment où ton effort est suffisamment proche de l'échec, que tu fasses du 5 ou du 15 reps, les résultats en termes d'hypertrophie sont similaires. Mais on va voir sur du long terme que les séries longues vont accumuler beaucoup plus de fatigue. Parce que, encore une fois, on sait que ça va être les 4-5 dernières répétitions d'une série portée à l'échec. C'est-à-dire que toutes les répétitions que tu vas réaliser précédemment ne vont pas te servir à grand chose, mis à part à t'accumuler de la fatigue. Sur une série de 15 reps, les 10 premières reps, tu vas clairement brasser de l'air. À part si t'es débutant, tu vas avoir un stimulus, mais au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois de salle de sport, forcément, tu ne vas plus grossir avec ces répétitions-là. C'est pour ça qu'on rabâche souvent de s'entraîner relativement proche de l'échec parce que, encore une fois, c'est les dernières répétitions qui vont te permettre d'avoir la plus grande tension mécanique et recruter un grand nombre de fibres musculaires. Ne compte pas sur les premières répétitions d'une série de 15 pour grossir. Techniquement, les séries plus lourdes, aux alentours de 5, 6, 7, 8 reps, seraient plus optimales que les séries longues du fait de la fatigue qui sera beaucoup moins importante. Potentiellement une meilleure hypertrophie. Mais ça, avec la science, on ne le voit pas parce qu'encore une fois, c'est des études qui vont jusqu'à 12 semaines. À voir sur le long terme ce qui se passe. Mon avis sur le fit game francophone. Selon moi, c'est un gros carnage. Tout le monde se critique, tout le monde s'insulte de charger alors que certaines personnes sont naturelles, notamment moi. On fait que me dire à longueur de journée, oui, t'es chargé, t'es chargé, t'es chargé. Franchement, les gars, c'est chiant à longueur de journée. Donc, s'il vous plaît, respectez-vous. On fait tous le même sport, on a tous comme objectif la prise de muscle. Je ne vois pas pourquoi tout le monde se critique. Venez, on s'embrasse tous et on devient tous des super gym bros. Parce que là, dans le fit game, dans le monde où on est actuellement, c'est un carnage. Tout le monde se déteste et c'est pas comme ça qu'on va aller loin. Peut-on se muscler sans congestion? La réponse est oui. C'est pas parce que tu as une congestion que forcément tu gagneras plus de gains musculaires. On va encore une fois comparer une personne qui va faire du 5 reps ou du 15 reps. La personne qui fera du 15 reps sera plus congestionnée du fait de l'influx sanguin qui sera envoyé à
son muscle, contrairement à une personne qui va faire 5 reps, où du coup ça va être des répétitions beaucoup plus courtes, tu auras moins d'influx sanguin à envoyer à tes groupes musculaires, donc forcément une moins bonne congestion. Mais c'est pas pour autant que tu créeras moins de muscles, au contraire, les gains sont similaires. Donc non, la congestion n'est pas un facteur pour la prise de muscle et on peut très bien se muscler sans congestion. Les mollets, que la génétique? La réponse est non. Tu peux très bien avoir des gros mollets en les travaillant correctement. Malheureusement, la plupart des personnes les travaillent mal. Ils vont faire des répétitions super rapidement sans absolument aucun tempo, vont les travailler en fin de séance sans aucune intensité, sans surcharge progressive, bref, vont les bâcler et même les skipper un jour sur deux. Donc forcément, ces gens-là s'étonnent de pas avoir de mollets. C'est normal, c'est pas la génétique, c'est juste que tu les travailles n'importe comment. Après, si tu es le genre de personne à avoir ça de tendons et ça de mollets, forcément, ça sera plus compliqué pour toi de les développer, mais tu pourras toujours les faire grossir d'un point de vue volume. C'est sûr que toute ta zone tendineuse ne te contente pas de la faire grossir parce que c'est impossible. Le leg press remplace-t-il le squat? Alors ça va dépendre du type de leg press, mais dans la grande majorité des cas, oui, et ça sera même plus intéressant qu'un squat. Tu fais de la stabilité et du fait du placement de tes pieds qui sera plus facile pour toi d'accentuer soit le travail sur les fessiers ou soit sur les quadriceps. Contrairement à un squat classique où ça va être plus compliqué. C'est pas en plaçant tes pieds plus vers l'avant, plus vers l'arrière que tu vas changer quelque chose. Au contraire, tu vas perdre l'équilibre et tu vas te casser la tête. Donc oui, ça peut complètement remplacer le squat et ça sera même plus optimal du fait de sa stabilité, sa capacité à surcharger progressivement et surtout des muscles que tu veux solliciter en priorité. Le curl bar est-il surcoté? La réponse est oui. Beaucoup de personnes font que ça pendant leur début en salle de sport, c'est-à-dire qu'ils vont aller s'entraîner, ils vont faire que du curl tout le temps, ils vont avoir des bons bras, mais le reste, il n'y a rien du tout. Les gars, faites en sorte de travailler tous vos groupes musculaires de manière égale, en fonction bien évidemment de votre point faible et de vos points forts. Et puis, il y a d'autres exercices que le curl bar. Tu peux faire un curl incliné, tu peux faire un curl marteau, tu peux faire un curl pupitre, tu peux même faire un curl à la poulie. Bref, toutes ces choses-là, c'est des bonnes variantes au curl bar. Peut-on progresser sans jamais se rapprocher de l'échec? Si tu t'entraînes toujours comme une mauviette, tu créeras pas de gain musculaire. Donc, il faut que tu fasses en sorte que tu t'entraînes suffisamment dur, bordel. Entraînez-vous dur. Vous allez à la salle, c'est pas pour brasser de l'air, c'est pas pour regarder les fit girls squatter. Non, c'est pour vous entraîner vraiment dur. Lourd si possible, il faut que votre dernière répétition elle soit suffisamment lente et ça de manière involontaire. C'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez de ralentir volontairement la charge, mais c'est tout simplement vos muscles qui ne peuvent plus monter la charge. Donc si tu t'entraînes jamais dur, forcément ça sera beaucoup plus compliqué pour toi de créer une bonne base musculaire. Les shrugs sont-ils utiles pour les trapèzes? C'est utile mais c'est pas le plus optimal. Que tu vas réaliser ton mouvement de shrug, tu vas juste faire une élévation. N'oublie pas que tes trapèzes sup sont responsables à la fois de l'élévation et ils ont une part aussi dans l'adduction, c'est-à-dire resserrer tes omoplates l'un d'entre eux. Donc si tu veux vraiment travailler tes trapèzes sup, ce que tu peux faire, c'est faire un shrug revisité, c'est-à-dire un calcio shrug. Donc tu vas légèrement te pencher vers l'avant, si possible sur un banc incliné pour gagner en stabilité, et tu vas tout simplement faire une élévation et une adduction. Et tu verras qu'après ça, tes trapèzes sup seront carbonisés. Peut-on progresser avec 10 kg de fonte chez soi? Alors oui, tu peux progresser, mais au bout d'un moment, tu seras limité. N'oublie pas, ce qu'on veut, c'est augmenter en charge. Au bout d'un moment, avec 10 kg, tu vas pas aller loin. Peut-être sur des élévations latérales, ça fera le taf, mais quand tu vas faire un développé couché, aïe aïe aïe, au bout de quelques semaines, ça sera terminé. Donc vous pouvez très bien progresser avec une paire d'haltères et un banc, mais il faut s'assurer d'avoir suffisamment de fonte à côté pour vous permettre d'appliquer cette surcharge progressive. Bref, j'ai terminé. Bon, mon meuf, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Ok, c'était difficile cette vidéo. Franchement, plus jamais debout, je pense. Je sais pas en vrai. Mais j'ai très chaud là. Donc voilà, je te fais des bisous, mon bœuf. On se retrouve demain pour une petite séance full body. C'était le Koum. Ciao, ciao. Miaou. Miaou. Vas-y, ça filme pas.